Bonsoir Paris, roman de Belka, 4e de couverture. Slim grandit auprès de Lino, son grand-père au rythme de la sieste estivale, le chant des cigales, ses lectures et ses jeux avec Marie, ses premiers pas d'acteur studio. Très tôt, il se confrontera au piège de l'exil loin de ses parents et à la ruine des beaux sentiments sur le pont des Arts, Paris. Un récit gorgé de soleil, une langue simple et maîtrisée, un style électrique. Belka, depuis Paris, restitue à l'enfance la ville, lumière, by night, et la campagne leur part. À l'enfance, la ville, lumière, by night, et à la campagne leur part de dignité dans les pages de Bonsoir Paris, son 5e roman. Exergue. Chandernagor, l'homme de Césarée. Pourquoi depuis quelques jours Sélénée repensait-elle sans cesse à sa nourrice, sa bonne nourrice qu'il aimait? De Françoise Chandernagor, l'homme de Césarée. Ce roman a connu les avatars suivants: Sur le pont des Arts, Cigale soyeuse et maintenant Bonsoir Paris. Exergue. Pline le jeune. Voilà ce qui se passe en ville. À ton tour, parle-moi de ta campagne. Comment vont tes jeunes arbres, tes vignes, tes plantations, tes adorables brebis? Pline le Jeune, livre 2, lettre 2 et 11. Exergue, serre. Écoutez maintenant le plus beau. Les Grecs appelaient pont la mer elle-même. Ulysse ne cesse de passer le pont. Que ne suis-je né, Hélène? L'Odyssée raconte donc mon autobiographie. La vôtre aussi sans doute, notre commune aventure que les dieux, mais quels dieux, tirent en riant au dé. Mais qui gagne à ce jeu de destin? Michel Serres, L'art des ponts, chapitre 1. Je me souviens bien du penalty ainsi que de la majesté de grand-père, à y régner comme un souverain sur son royaume, son café, ça s'entend. Quand je n'allais pas à l'école, surtout les 3 mois d'été des grandes vacances, mes parents m'envoyaient chez lui, je quittais mon village natal, Lazive, et je prenais le bateau vers Toulon. Grand-père appréciait ma présence. En tout point, il me donnait carte blanche. Sans pression patronale, je brisais la vaisselle ou je grondais quiconque me qualifiait de gamin bavard, ne devant pas hausser le ton devant les adultes. Voici grand-père avec ses ongles propres et bien limés. Voilà sa stature de colosse, un chiffon incolore pendu à son cou. Le voilà souriant, plissant le front. Le voilà se grattant le menton, me grondant bien gentiment. N'en parlons plus, croque dans la pomme de la vie, c'est du miel à ton âge. Quand je n'allais pas à l'école, surtout les 3 mois d'été des grandes vacances, mes parents m'envoyaient chez lui, je quittais mon village natal Lazive, je prenais le bateau vers Toulon. Grand-père appréciait ma présence en tout point, il me donnait carte blanche, sans pression patronale, je brisais la vaisselle, je grondais quiconque me qualifiait de gamin bavard, ne devant pas hausser le ton devant les adultes. Voici grand-père avec ses ongles propres, bien limés, voilà sa statue de colosse, un chiffon incolore pendu au cou, le voilà souriant, plissant le front, le voilà se grattant le menton, me grondant bien sentiment. N'en parlons plus, croque dans la pomme de la vie, c'est du miel à ton âge. Il me surnommait Gavroche et moi le père Goriot, mon prénom Slim. Point de ralliement des routiers et des retraités de notre cité provinciale, le pénalty ne désemplissait pas, surtout au cours des 3 mois radieux des vacances d'été. Les retraités de notre petite ville paisible, c'était un plaisir de les voir au pénalty en train de refaire le monde, sourds aux actualités. Ils se moquaient des nouvelles inventions et des droits gagnés par les femmes chaque jour, le poing levé vers le ciel. Au pénalty, leur centre de gravité, ils oubliaient une évidence. Les jours n'étaient-ils pas comptés? Insouciants, ils arboraient un sourire infaillible. Insoucieux, il m'arrivait de les taquiner. N'avez-vous jamais peur de Madame la Faucheuse? Il commandait un jus à grand-père. Serre-lui à boire, Lino, ce petit est plein de malice, c'est nous qui offrirons. Ils savaient qu'il ne serait pas éternel, mais ils étaient heureux de voir survécu à la Seconde Guerre mondiale et aux révolutions populaires pacifiques sanglantes. D'ici et d'ailleurs, quand ils revisitaient ces épisodes, je lisais de la haine dans leurs regards, une colère dirigée contre les stratèges de ce monde et de l'univers. La mort, ils ne la craignaient pas. D'ailleurs, l'église d'en face devait leur rappeler notre condition d'être humain volatile. Ils s'en moquaient du reste.
Quand mourait un membre de la bande, ils accompagnaient le convoi du défunt à sa dernière demeure après l'avoir veillé pendant 3 jours. Le lendemain, ils se réunissaient au pénalty, ils se collaient un brassard noir sur le bras, ils évoquaient l'absent dans des propos élogieux, ils se revoyaient avec lui au cours de leur enfance, ils enviaient son au-delà, une voix s'élevait toujours pour exprimer une certaine joie. « Buvons à sa mémoire !» J'associais mon jus à leur chope levée vers le ciel, je les admirais, surpris de les voir attendre leur fin sans nulle inquiétude. Je les enviais d'accumuler tant de philosophie contre notre sort de créatures nées pour mourir. Faisant face au bistrot, l'Église rappelait aux consommateurs la présence de la négation de la vie. Cette topographie de 2 temples localisant des phénomènes contraires ne devrait-elle pas être interprétée comme un rappel à l'ordre? Notre existence est bel et bien tenue par 2 bouts, la naissance et la mort, n'est-ce pas? La mort, ce corollaire à la première face de notre globalité identitaire. Nous sommes bien définis par une naissance et une mort, ces 2 repères délimitant le cycle de notre vie éphémère, n'est-ce pas? Les philosophes à dessous introduiront l'âme éternelle, que sais-je encore. Grand-père soulagé que je l'aide dans la vaisselle et le dressage des tables vénérait son métier, si l'on peut parler de métier. Pour lui, c'était plutôt un passe-temps qu'un emploi au sens général du terme. Il s'y amusait. Du reste, il n'aurait pas supporté de servir une autorité même bienveillante. Jusque-là, il avait eu à exécuter des ordres horribles lors de la Seconde Guerre mondiale. Il en gardait des images inénarrables, elles le tourmentaient encore. Il pratiquait son occupation comme un passe-temps. Bien que ce fût un jeu sans enjeu, un minimum de discipline s'imposa à lui pour entrer dans ses frais, compléter ses retraites qui nous permettaient de survivre. 3 pensions, 3 retraites ridicules. Devrais-je le noter, à partir de 10 ans, je ne retournais plus chez mes parents. Je restais chez Lino 12 mois sur 12. Chaque jour faisait entonner sa mélodie. Dès le premier cri du coq, grand-père se levait, allumait le feu de la cheminée. Puis il roulait la pâte qui levait vers 6 heures. Il préparait des beignets au sucre à me servir avant que je parte à l'école. Il réservait le reste de la pâtisserie aux clients lève-tôt du pénalty. Une fois, alors que je finissais mon second beignet, je dis à Lino: « J'aurais appelé notre café pénalty direct en hiver et coup franc indirect en été. » Il avait rigolé d'un rire qui fit deviner une dentition blanche. Grand-père ne fumait ni n'abusait de l'alcool, d'où ses dents en place malgré ses 69 ans. Grand-père jouait dans son bistrot. Cette euphorie me contaminait. Mes camarades de classe se hâtaient de faire bande à part avec moi, jaloux de me voir passer mes week-ends et mes vacances au pénalty, tandis que, contraints, eux, par leurs parents, aux travaux champêtres, à la garde de leur bétail ou encore à partir dans des colonies de vacances loin de leur famille, ils mangeaient des conserves, jouaient aux boy scouts solidaires de peuples faibles et inconnus. Certains finissaient même par dire: « Toi dont le père et la mère vivent en face de Toulon, loin de toi, et toi, comme un orphelin, tu es plus heureux que nous avec des parents près de nous. Tu as une veine de chance de cohabiter avec ton papy. » Le pénalty, d'un âge approximatif, si l'on se réfère à la date de sa porte, 1890 et quelques, une date tronquée, le 4e chiffre ayant été effacé, personne ne savait qui avait construit ce bistrot. Selon grand-père, son bistrot avait été bâti par son père de ses propres mains, à l'aide de pierres collées par un mélange de paille et d'argile. Certains instants sont bien gravés dans ma mémoire, ainsi que des longues journées glaciales. Dans un pénalty presque vide, seuls 2 ou 3 clients buvaient en jouant aux cartes. L'hiver contraignait les autres à rester chez eux. Ils craignaient de glisser sur des pavés convertis en dangereuses patinoires. Une après-midi, grand-père lançait des propos bien indéchiffrables pour le jeune enfant que j'étais. Sous l'effet de l'alcool exagéré, il récitait un poème improvisé. Il brandissait une bouteille, le coude bien appuyé sur le comptoir. Ses complices criaient: « Un verre pour toi, un verre pour nous et un jus pour le petit. » Il déclamait dans une langue étrangère qui s'avéra être un mélange de kabyle, de provençal et d'arabe. Assoiffé de savoir, il piochait çà et là au cours de ses voyages une multitude de proverbes issus de langues bien rares. Au cours de l'une de ces déclamations, papy m'avait appris que crime a donc al-jarima pour équivalent dans l'une de ces langues exotiques. Ce serait quoi le pluriel de al-jarima? Al-jarima était-ce féminin ou masculin? Chapitre 2. Parfois il faisait appel à un guitariste qui l'accompagnait d'un refrain mystérieux. Au fond de la vallée où sont restés solides les champs liquides de mes amours pour Molly. Il se taisait dès que ses yeux croisaient les miens. Le guitariste posait son instrument. Il venait pour réchauffer ses doigts près de la cheminée. Grand-père revêtait son tablier de chef cuisinier, jetait 6 pommes de terre sous les braises avant de servir du thé à l'assistance.
Cultivant des pudeurs, grand-père ne parlait jamais devant moi de Molly sa femme, ni de mon père son fils, ni de ma mère sa belle-fille, ni de ses 2 fils morts en bas âge. Il se retenait, sachant changer de sujet, quand ces vieux abordaient leurs amours caressés en tant que soldats victorieux qu'une population en liesse mettait sur le piédestal des héros de la nation libérée. Le grand-père buvait son thé en lapant. Maintes fois, je lui reprochais ce tic. Chaque fois, il me fournissait le même argument. « Personne n'est parfait !» Une jeune mineure le tracassait. Elle le poussa à se confesser à reculons, il est vrai, au prêtre de l'église. Il regrettait de n'avoir pas déserté le service militaire à la naissance de mon père, son dernier enfant, alors que Molly avait exigé sa présence. Elle avait dû accoucher sans l'aide de Lino. Seule l'avait assisté l'infirmière du dispensaire financé par les sœurs du couvent de l'église. C'était rassurant pour Molly. La destinée voulut que grand-mère meure l'année d'après, sans que son époux de soldat en soit informé. Au retour de ce dernier, le petit était déjà mis en placement dans une famille d'accueil par les services sociaux. Grand-père avait intenté un procès contre l'armée, mais il n'avait pas obtenu gain de cause. C'était une entreprise vouée à l'échec par définition. De nos jours, il aurait peut-être gagné. De nos jours, il est vrai, émergent ça et là les avocats des causes perdues, de bons avocats gagnant les affaires indéfendables. Quand Lino chantait, j'avais la chair de poule. Sa voix grave m'effrayait. Je pleurais et quittais le bistrot. Je rejoignais la chambre du premier étage. Je m'allongeais sur une paillasse à même le sol, puis j'interpellai le chat par son prénom. « Danuk, viens !» Danuk accourait, il se faufilait dans ma couche. De mon côté, j'enfonçais mes doigts dans les poils de sa tête et tirais sa queue. Nous finissions par nous endormir, ronronnant chacun à notre façon. Lorsque grand-père évoquait grand-mère, une morne lueur embuait ses yeux. Il s'empressait de sécher ses larmes à l'aide du torchon pendu à son cou. Cet oignon me fait pleurer. Je ne le contredisais pas. Il approfondissait une seconde cause plus que probable de ce lâcher de rivière. Le tabac des fumeurs agresse mes yeux. À mon âge, je suis sensible à tout. Curieusement, je ne ressentais nul picotement ni devant l'oignon, ni au contact de la fumée de la cigarette. Pendant plus de 10 ans, j'avais été un fumeur passif. Grand-père cessait de se plaindre. Il savait, collé à la réalité, oubliant le passé, se consacrer à son bistrot, renouer avec son air jovial. « Va acheter des bonbons chez Madame Larissa, ne réveillant pas Molly qui doit être heureuse là-haut. Oust !» Poussé dehors, je laissais derrière moi le zinc et Lino, dopé peut-être par les beaux jours partagés avec Molly, partie si jeune. Son portrait soigneusement enveloppé dans un cadre en verre, lustré chaque soir par Lino, l'aidait à supporter son veuvage. « De mon vivant, jamais il ne jaunira », aimait-il à se parler, à me parler. Chaque dimanche, un jour censé être de repos, il se levait à 8h moins le quart. Il mettait la radio, puis il me réveillait en secouant mes orteils. « Le petit déjeuner sera servi bientôt. » 15 minutes plus tard, le café crème, déjà prêt, m'attendait en bas. Le dimanche, grand-père ne préparait rien. Il préférait acheter du pain frais chez le boulanger de la rue du Blé Tendre, à 200 mètres du bistrot. Quand je m'attablais devant la table dressée joliment, mes yeux pétillaient en face des tartines posées à même la nappe en coton bleu. Mon bol de crème brûlant fumait. Je m'asseyais et serrais la main au bistrotier. « Ça va, jeune homme? Avez-vous fait de beaux rêves ?» Il souriait sans répondre. Après le petit déjeuner, il s'occupait du repas de midi. Les mêmes clients depuis 10 ans affectionnaient ce mets dominical. Le grand-père exécutait sa recette avec adresse et minutie. Il synchronisait les mouvements comme un métronome. Il variait les menus en fonction des saisons. Maigres mais délicieuses, les portions ne choquaient personne. Chacun ne s'en plaignait, ni n'accablait le cuisinier d'avarice, comme le papa d'Eugénie Grandet. Comme on aurait pu accabler le papa d'Eugénie Grandet. Chapitre 3. Il faut que je souffle 2 mots à propos des femmes de cette époque lointaine. Comparée à la nôtre, à notre époque, c'était comme le jour et la nuit, je peux le dire, sans risque de verser dans l'exagération.
Grand-mère et ma mère, croyantes ferventes, entretenaient une vie pieuse et stricte. Elles respectaient un certain code d'honneur, comme l'on disait. En général, grand-père et les hommes de sa génération utilisaient un langage élégant devant leur digne moitié. Ne les désignait-il pas en faisant appel à une jolie métaphore, à savoir beau sexe? À cette époque-là, le beau sexe se distinguait plus par ses vertus que par son charme exhibé devant le mâle. Ce chasseur, jadis obéi au regard au doigt par le beau sexe. Que les temps ont changé, de nos jours le contraire se produit. Autrefois, Dieu devant la femme, l'homme est piétiné maintenant par le beau sexe, n'est-ce pas? Grand-père courait le jupon dans un terrain de chasse limité. En fait, les filles à draguer appartenaient au réseau des amis de sa sœur, ma tante, Tassa, liée avec des groupes féministes de l'action forte, luttant pour une femme libre. Grand-père avait de la chance d'être entouré par Tassa et ses copines, prêtes au flirt à la moindre occasion, à la première occasion, sans forcément penser au lendemain. Lino ne sut en profiter à force d'être brimé par des parents sévères, à qui, bien entendu, il obéissait. Tassa et ses copines moqueuses le qualifiaient de fille manquée. Moquée d'une part par Tassa et ses coquines de copines, par Louis, son meilleur camarade de collège d'autre part, Lino devint le contraire de Lino. À chaque fois que les filles le bousculaient, il montrait une audace, faisant rire le beau sexe. Tout y passait excepté sa sœur. Il avait séduit Beata, Coralie, Luna, Mercure, Chabat et Vénus, la Sainte Nitouche, Lina et Molly en dernier. Tout était passé sur le plumard du mâle, jadis fille manquée. Bien sûr, Lino n'était pas allé au-delà des caresses de surface. Jadis, les garçons et le beau sexe n'étaient pas audacieux comme c'est la tendance actuelle. La consommation de masse épargnait les sentiments. Aussi ouverte et libre eussent été Tassa et sa fidèle brigade d'allumeuses, elle ne se laissait pas embarquer si le mariage ne se pointait pas à l'horizon. En attendant mieux, Lino leur volait des baisers furtifs. Il ne pouvait pas fouler les terres étrangères, porteuses de vie, ces peaux receleurs de microbes et germes de vie, nos vies. Une grossesse hors maillage sacré béni sonnait une honte sur les tourtereaux, interdits et menacés, les hors les mœurs, jetaient les amarres pour des adresses lointaines, sans envisager nul retour. Le blâme développe une mémoire d'éléphant. Chaque soir, grand-père lustrait le bistrot comme si c'était une voiture de collection. Je l'aidais à vider les cendriers, nettoyer le carrelage, astiquer les tables, les tabourets et le zinc du comptoir. Certains clients critiquaient son intérieur. Il lui faisait remarquer une crasse imaginaire sur le chiffon pendu à son cou. Le client ricanait. « La compagnie des eaux vous aurait-elle coupé les vannes de l'eau ?» Le patron hochait la tête. Il encaissait le coup et savait respecter le plus vilain des consommateurs. « Petit, le client est roi, il ne faut jamais tenter de le contrarier. Ce routier avait raison, ce dimanche j'achèterai une douzaine de torchons au marché chez Monsieur Lingot, tu m'aideras à choisir les coloris. » Dimanche venu, il reporta l'achat, disant que le marchand ambulant était bloqué par une météo défavorable. Ni les chevaux, ni les camionnettes, ni les hommes ne pouvaient braver la couche de neige, couvrant la plaine, la montagne et les rues. Par la suite, chaque dimanche, je le relançais et il me driblait, sachant piocher dans sa corbeille des arguments pourtant fragiles. Cette course à l'échalote dura un trimestre. Une veille de jour de marché, je piquai 2 billets dans la caisse du bistrot. Le lendemain, je revins auprès de grand-père, brandissant 2 lots de 6 torchons. « Comment as-tu payé ces chiffons, petit dadais ?» Je mis tout sur la table, il fronça les sourcils. « Qu'as-tu fait de la monnaie? J'espère que le marchand ne t'a pas fait payer le produit au marché noir. » En fait, je n'avais rien payé puisque j'ai dit à Monsieur Lingot que grand-père le paierait la semaine suivante. Je n'arrivais pas à percer le secret qui contrôlait les nerfs de Lino. J'avais bien commis un larcin en piquant dans sa caisse, non? Même si le lendemain j'avais tout remis en place, ce devrait être sa mentalité,
de vieux briscards que le matérialisme n'avait pas corrompu, ou qu'il avait rendu faible ou tolérant, ou encore n'était-ce pas dû au fait que je sois la petite lumière le rattachant à la vie et à une certaine joie. La semaine suivante, je m'étais empressée de voir M. Lingot. Une lueur brilla dans ses yeux. À en croire ses réclamations, dépendaient de lui 7 enfants à nourrir, une femme, une vache et un cheval. Il s'était plaint sans méchanceté. « Alors, monsieur Dino viendra-t-il me payer ?» Il me scrutait de la tête aux pieds. « Tu prendras brillamment, je l'espère, sa relève ?» J'avais éclaté d'un rire impossible à contenir, quand mes yeux accrochèrent la pointe de ses pieds. Du bout d'une chaussette trouée, un orteil droit sortait bien gros. « Pourquoi t'esclaves-tu » Je lui dis tout. S'étant regardé, il me lança. « Ce n'est pas grave, je me déplace constamment à dos de cheval. Ce soir, Marie recoudra le trou. Elle a le même âge que toi, 8 ans. » Un dimanche par mois, grand-père fermait le bistrot. Nous faisions la grasse matinée jusqu'à 10 heures. Une fois le petit déjeuner fini, nous mettions de l'ordre dans la maison. Nous chassions la poussière invisible. C'était une occasion de fouiller dans le carton des souvenirs. Grand-père me laissait voir sa bibliothèque composée de 5 ou 6 cartons, emplis de livres et de 3 bandes dessinées. Il y avait aussi une mallette scellée que grand-père m'interdisait d'ouvrir. À chacune de mes insistances, il calmait mes ardeurs. Elle contient les bijoux et les habits de grand-mère. Le musée de Molly en quelque sorte. Mais chaque mois je le piquais, il me servait la même marinade que je gobais, car je craignais de recevoir ses colères maîtrisées jusque-là. Une fois la maison bien nettoyée, nous nous octroyions une pause. Papy sortait du buffet un pain de campagne, un paquet de papier rouge, brique, empaquetant 500 grammes de pâté, tantôt de lapin, tantôt de lièvre. Il mettait la bouilloire sur le trépied métallique de la cheminée. Puis il nous versait du thé. Nous cassions la croûte. Le tour du bistrot venait vers les 4 coups de la cloche de l'église d'en face à 16 heures. Comme grand-père nettoyait au quotidien sa boutique, seul le parterre exigeait d'être lavé à grand renfort de javel. 1 heure plus tard, le plancher respirait. La ville sentait la lavande et le romarin. Nous Comme grand-père nettoyait au quotidien sa boutique, seul le parterre exigeait d'être lavé à grand renfort de javel. 1 heure plus tard, le plancher respirait, la salle sentait la lavande et le romarin. Nous rentrions à la maison, le chat nous accueillait sur le seuil du portail dès le premier tour de clé tourné dans la serrure. Nous nous lavions les mains, les pieds et le visage. Grand-père mettait de l'eau à bouillir, j'enfouissais les pommes de terre sous les braises, je versais 400 grammes de lentilles dans la marmite. Grand-père concoctait le meilleur potage du monde, délicieux, saveur identique à une soupe de poisson que je savourerais à Deauville 10 ans plus tard. Le dîner fini, grand-père et moi écoutions la radio, le chat sautillait sur nos genoux. Papy commentait les infos, pronostiquait une imminente attaque soviétique contre les bases américaines disséminées sur le sol européen. Ses prévisions guerrières m'effrayaient. Les tenues militaires me donnaient la nausée, mes tripes se serraient.
Ces cauchemars troublaient mes sommes. Le professeur d'histoire sut me rassurer. Brillamment, il me démontra que ni les Russes ni les Ricains n'étaient fous pour se déclarer de telles hostilités. À l'en croire, il allait de l'avenir de notre espèce, de notre faune et de notre flore. Il y allait. Grand-père se moquait de l'optimisme du fonctionnaire de l'éducation nationale, mais il admettait que les médias nous cachaient des secrets, que la guerre froide n'était qu'une machination des services secrets. Selon les convictions de Papy, ces espions distillaient des discours rodés pour alimenter les cerveaux fabriqués au sein d'institutions cachées que Lino désignait par laboratoire de la peur. Dans la rue du Bistrot, chaque matin, se succédait une multitude d'itinérants du porte-à-porte, marchands de fruits et légumes, d'étoffes, de bijoux, de laitiers, et ses bouteilles en verre, le pâtissier ambulant, ses gaufres et sa barbe à papa, sans oublier les fleuristes radieux, vantant l'ortie, le mimosa et le narcisse. De tous ces artisans, j'admirais le libraire et sa 2 chevaux fourgonnette chargée de journaux, de manuels d'illustrés pour enfants. Je guettais sa visite culturelle chaque premier dimanche du mois. Et il disparut du jour au lendemain après avoir raté un virage à 90 degrés. Sa vieille bagnole dévala une pente. En tout cas, il s'en était sorti sans la moindre égratignure. De longs conciliabules s'amorçaient autour du zinc de grand-père à la suite de cet accident à la fin heureuse. Le maçon insistait. Son heure n'est pas venue, il aurait succombé si le destin l'avait voulu. Au chasseur de perdrix de le moquer, en rejetant sa casquette d'un quart de tour, rallumant sa cigarette, à demi consumée. Tu parles de destin, ce pauvre type n'est pas mort car c'est un type qui sème la lumière. Les êtres de cet acabit meurent, couchés dans leur lit. À Lino de couper court ses conjectures. Depuis quand la faucheuse choisit-elle ses victimes en fonction de la profession? N'est-ce pas un phénomène hasardeux? Puis la porte du pénalty s'ouvrit, M. Amar, le libraire, entrait, sa sacoche en bandoulière. « Bonjour !» L'assemblée lui rendit l'appareil. « Ma 2 chevaux sera sur pied dans un mois. Monsieur Taulier, le garagiste, me réclame 1000 francs pour régler la facture. À votre bon cœur, chers amis. » Un silence glacé de gêne, de réflexion s'était abattu comme le couperet tranchant la tête d'un condamné à la peine capitale. Comme celui qui accompagne le couperet. Visage pâle en train de se scruter, respiration saccadée, tous haletaient, la sueur coulait sur les fronts, Lino redonna son lustre à la gaieté habituelle du pénalty. Il invita le libraire à boire un coup, silencieux jusque-là, j'avais dit « Papy !» Puis, tapant de mes bottes en caoutchouc, j'enchaînais en fixant le libraire, M. Amar. « Au lieu de nous rendre visite chaque mois, venez de façon hebdomadaire. Au lieu de nous louer l'exemplaire à 50 centimes, nous vous en verserions le double. Dans 1 année, votre dette sera effacée. » Chapitre 4. Je me souviendrai toujours de ma première nuit en tant qu'interne loin de grand-père et du feu de bois de notre cheminée. Une tempête de neige marquait cet déménagement scolaire d'un saut éternel. Je me souviens encore de la fin du dîner à la cantine quand le surveillant général avait retenu les élèves de 6e. Comme c'est votre première nuit de vrai froid, le collège vous traitera avec les honneurs. C'est la tradition au sein de notre institution républicaine. Avec les honneurs, mon œil. On se regardait curieux, il fit le tour, puis revenu au centre du réfectoire, il nous ordonna. Rejoignez le dortoir, enfilez votre tenue de sport. Dans 15 minutes, je vous attendrai dans le gymnase, en face du laboratoire des sciences agricoles de M. Boussade. 1 demi-heure plus tard, j'étais en train de courir dans la cour, ma longue silhouette frileuse soutenue par des bottes en caoutchouc jaune à fermeture éclair et surtout à crampons de plastique noir. Pour chaque élève était exigé 20 tours du terrain rectangulaire de handball, la cour de récréation jouxtant le bâtiment des salles de classe. Nous courions sans nous interrompre, mais en petite foulée. Aucun impératif de chrono ne nous était imposé. « Vous disposez de toute la nuit », ne cessait de nous encourager Madame Lisa, la professeure de PS. Elle logeait dans le collège avec ses enfants et son mari adjoint au maire, délégué aux affaires culturelles et sportives à l'Assemblée communale depuis 7 ans. Je fus le premier à boucler les 20 tours. Madame Lisa me félicita. J'eus l'honneur de prendre ma douche chez elle. En dînant dans son salon, je fis la connaissance de César et Justine. Ses enfants de 5 et 8 ans, j'en avais 12.
À la fin du repas, je souhaitais retourner dans mon lit superposé du dortoir. Son mari étant absent, elle sut me convaincre de rester chez elle avant de me confier César et Justine. Ils liraient avec moi 2 contes. « Viens, je te montrerai ta chambre. Marie l'occupe d'habitude. Comme son père est malade, elle veille à son chevet avec Zina, sa mère. » Marie, ne serait-ce pas la fille de M. Lingot? Elle s'appelait Madame Lisa, la prof de sport. Mais son nom de jeune fille, ne serait-ce pas Mademoiselle Lingot? Je n'eus pas le temps de développer quand elle poursuivit. Marie, la fille aînée de mon frère, négociant en tissu et laine. Son cheval vient de le mordre au mollet. Monsieur Lingot, je ne l'avais jamais payé, après lui avoir acheté une 12aine de torchons. Oui, grand-père devait éponger cette dette, mais celle-ci courait encore. La raison, je ne lui avais jamais soufflé le moindre mot à propos de cet achat à l'insu de Lino. Toute la nuit, je ne pus fermer l'œil. Quand le soleil m'enveloppa enfin, un chien errant et noir me poursuivait. Je courais pour escalader une pente raide. J'avançais à reculons. Le chien se rapprochait de plus en plus. Je tentais un dernier effort. Je le devançais, mes jambes pédalaient dans le vide. Il allait saisir mon pantalon entre un tire-bouchonné autour de ma cheville. Le cabot me frôlait et me flairait. Je sentais son souffle, j'allais me jeter dans un talus. Me voici réveillée sur à grosses gouttes. Madame Lisa accourut. « Un cauchemar? Tu as peut-être mal digéré le concombre mal épluché par Justine. La prochaine fois, je te mijoterai une soupe à base de potiron et d'asperges. Rendors-toi, il n'est que 3 heures du matin. » Elle déposait ma main sur mon front, sa main sur mon front, tandis que j'étais encore effrayée par le molosse. Autant j'étais un écolier heureux, autant malheureux, décidé à réparer ma dette. Marie ne revint qu'au bout de 2 semaines. Je le sus grâce à Madame Lisa, qui me confirma la guérison du papa de Marie. Marie suivait des cours de couture au collège de filles spécialisé dans la mercerie, habillement. J'avais émis le vœu de faire connaissance avec cette apprentie couturière. Me tirant les oreilles, Madame Lisa blêmit, non sans m'avoir donné une chance. Son père lui interdit tout contact avec les garçons. J'essuyai mes larmes. Pardon si j'ai commis une indiscrétesse, chère madame. Je voudrais passer au père de Marie un salut de grand-père. Papy l'encourageait à garder le moral jusqu'à sa convalescence. Il l'invitait à déjeuner au penalty dès qu'il serait guéri. Madame, je ne cache nulle arrière-pensée. Le penalty des festins. C'était le 3e nom que j'attribuais au bistrot quand les chasseurs nous gratifiaient à tour de rôle d'une pintade. Grand-père avait accroché vite sur l'ardoise extérieure à la craie blanche pintade fermière sauvage. Tous les mercredis et vendredis, pommes persillées à volonté. Madame Lisa convint d'un face-à-face entre Marie et moi un après-midi, un lundi. À cette époque-là, le collège réservait la demi-journée du lundi à la musique et les sports, celle du jeudi pour visiter les musées locaux ou ceux de la grande ville. Voici Marie, la plus belle adolescente qu'il n'y ait sans doute jamais eu dans la région. Voici Marie, avec une grâce s'alliant à de l'assurance couplée à un soupçon de réelle gravité, sûrement encore sous le choc de l'accident entre son père et leur cheval excité. Voilà Marie, habillée d'un costume la faisant légère. Elle s'avança vers moi, elle portait un manteau sur le bras gauche. La voici qui me souriait, une chevelure abondante cachant un front bombé. Voici le visage de Marie comme dessiné par un portraitiste des reines de France. Le souffle coupé, je lui serrai la main que je me hâtais de baiser. « Honorée de vous voir, jeune fille. Votre père m'avait dit 2 mots à votre propos quand j'avais 8 ans. » Madame Lisa apprécia ma galanterie. En voilà un vrai geste de gentleman. J'avais rougi, mais je sus maîtriser mes émotions. Sans en rajouter, j'abordai Marie. « Dites à votre papa que grand-père sera ravi de l'accueillir ce dimanche. Nous fêterons mes 12 printemps. » J'avais sorti une enveloppe de la poche de mon pantalon griffé de moto. « Voici une invitation officielle à Bristol à la manière anglaise. Le grand-père fut un ami personnel de Churchill, ma tante, la copine de Simone de Beauvoir.
Pour une fois, j'avais menti pour la bonne cause, réparer ma bourde envers Monsieur Lingot, payer ma dette, ma trahison en quelque sorte, la confiance est précieuse, et je m'en voulais d'avoir piétiné celle que le papa de Marie avait mise en moi. Le dimanche suivant, grand-père prépara le nécessaire pour fêter ma 12e année. Les abonnés du Penalty avaient répondu présent. J'étais content qu'ils se soient tous déplacés pour me dire joyeux anniversaire, mais ne venaient toujours pas les 2 chères personnes que je souhaitais accueillir. La cérémonie débuta après la fin de la messe. Avec le recul, je me demande si c'était nécessaire d'attendre sa fin, puisque ni Lino, ni moi, ni ses potes ne nous rendions à l'église. Depuis que le curé avait tenu un discours haineux contre les autres religions, nous avions tourné le dos à la maison de Dieu. À ce sujet, grand-père lui dit les 4 blessantes vérités. « Jeunes serviteurs de Dieu, vous devriez semer la paix, chasser que le fait de dénigrer la foi des autres n'est pas à votre honneur. Il est inutile de m'étaler sur la cérémonie offerte en mon honneur. Tout était servi à volonté. Musique, danse, bonbons, petits fours salés, sucrés. Le libraire vint pour me faire la lecture de mon auteur préféré. Il enlevait un poids à mon chagrin issu de l'absence de Marie. Un soupçon me rongeait. Si le cheval récidivant s'en prenait à la fille cette fois-ci? Ni Lino ni ses amis n'avaient décelé mon désarroi, tellement je disais oui à chaque fois que l'on m'invitait. Si M. Lingot m'en voulait de l'avoir escroqué, une astuce traversa ma petite tête blonde. Je tapais sur l'épaule du libraire. J'aimerais récupérer un costume chez M. Lingot, les négociants en tissu Hélène. Tout se passa comme dans un conte de fées. Je ne gardais aucun souvenir de l'instant où M. Amar, le libraire ambulant, m'ouvrit la portière, et de celui où il démarra, ni du temps écoulé entre le bistrot et la maison de Marie. Ce fut comme dans un rêve ou un épisode des 1001 nuits, quand Aladin pénètre des mondes féeriques grâce à sa lampe merveilleuse. Les phares de notre 2 chevaux, bravant le brouillard, étaient comme 2 lampes magiques merveilleuses se la sentant. Quand Marie m'aperçut, elle mit l'index sur la bouche. Blême, elle me désigna le salon salle à manger où son père, les pieds dans des mules de laine, regardait la télé, un intérieur confortable. Je saluai ses parents et je leur tendis une pintade fumante puis un saladier de pommes persillées. « Grand dadais, quel vent t'amène-t-il » Il me parlait sur un ton enjoué. « C'est mon anniversaire, grand-père vous salue, je dois filer car monsieur Amar m'attend. Nous devons faire le plein d'essence pour sa fourgonnette. Au revoir. » Chapitre 3. Chapitre 5. Pendant plusieurs semaines, j'avais réfléchi à fignoler un bon plan pour rendre visite à Marie. J'avais nourri des rêves, cultivé des espoirs qui m'avaient empêché de voir l'année scolaire approcher de son terme. La neige ne subsistait que sur les cimes des montagnes lointaines. Progressivement, le redoux remplaçait le froid glacial. Le vent avait ramolli, les cerisiers avaient fleuri. Le printemps marquait son retour. Le chat escaladait le muret de la cour. Il s'allongeait sur son rebord. Il s'endormait et ronronnait des heures durant sous un soleil ravissant. La rosée mouillait les sols. Les moineaux et les rouges-gorges volaient du figuier vers la fenêtre. Les hirondelles tournoyaient autour du poirier et du paratonnerre. La nature chantait, joueuse, les filles arboraient les petites tenues. Les badauds se rinçaient l'œil à leur passage. Nous étions un 1er mai. Venu me chercher au collège, grand-père exigeait du surveillant ma sortie la veille de ce jour férié. Ce qu'il obtint sans nulle négociation car je faisais partie de l'équipe d'athlétisme de ma classe qui participerait à un tournoi interclasse à l'extérieur du collège. Mais ne me déplut pas le fait d'éviter de passer la nuit au dortoir, manger encore et encore des plats fades, des pâtes et des pommes de terre salées. Pour rentrer à la maison, grand-père et moi avions pris l'autocar de la compagnie Les Flèches des Ravins. Il fallait voir quand le bus abordait la dernière pente menant au bistrot de grand-père. Les 2 tuyaux d'échappement sortaient noirs, des torrents de gaz, de fumée. Cette odeur parvenait jusqu'à l'intérieur de la voiture. Tout le monde toussait ainsi que Sid, le conducteur. L'autocar avançait au rythme d'une tortue. Les voyageurs rouspétaient. Ils exigeaient un meilleur service. Certains souhaitaient un remboursement argent comptant dans l'immédiat.
Ce jour-là, nous avions été chanceux. La compagnie venait de mettre en marche un autocar sorti de l'usine. C'était son premier jour de mise en service. Accueilli avec un plateau de bonbons et de carrés de chocolat noir aux amandes, nous n'avions rien payé. Le receveur nous avait plutôt distribué des tickets de tombola. 10 gagnants allaient être tirés au sort. Une euphorie régnait dans l'autobus à chaque station. Des gens d'habitude hostiles aux courses en ville traînaient des chariots. On aurait dit une kermesse ou bien une guerre toute proche et son lot de rationnement. Un paisible air de fête soufflait. Les parents habillaient leurs chérubins de leurs plus beaux habits. Ceux qui avaient quelques visites chez le docteur, le dentiste, le notaire, par exemple, anticipaient le coup. Ils se rendaient sur le lieu de leur rendez-vous. Ils profitaient du trajet gratuit à l'aller comme au retour, offert par cette campagne promotionnelle. En plus d'être plein comme un œuf, le car avait ses soutes à bagages blindés. Puis une mauvaise surprise entacha la bonne humeur. Devant un barrage surprise, le chauffeur fut contrôlé positif à l'alcool. Le car avait été immobilisé pendant 1 heure, le temps pour voir arriver un conducteur de substitution. La parade du 1er mai vit sur le parvis de la mairie défiler des processions de soldats, de marins, de lavandières, de scouts, de sportifs, de boulangers, de bouchers, de maraîchers, de pompiers, de forgerons, d'aviateurs, d'instituteurs, de bistrotiers, d'anciens combattants, des reporters de guerre et des comédiens et comédiennes. Une fois de plus, grand-père devait être décoré d'une nouvelle médaille. Cette fois-ci, j'avais refusé de l'accompagner au cours de la cérémonie des honneurs. Je n'avais plus 8 ans. Je refusais de zigzaguer derrière les pans de son manteau. Ma première année de collège m'avait transcendée. J'allais franchir un palier dans ma réalisation personnelle, puis j'attendais le défilé des négociants en tissu et laine sur leurs chevaux. Curieux d'apercevoir le papa de Marie, bien entendu, je voulais savoir si Marie allait être de la partie. Le speaker, en annonçant l'heure des cérémonies de la journée, avait enlevé une épine de mon pied car il annonçait que le défilé de chevaux se déroulerait de 14h à 16h. Pour le moment, tout le monde déjeunait en présence des autorités officielles. À midi, un instinct m'avait saisi. Marie n'accompagnerait pas son papa. Tout de même pas, non. Madame Lisa n'avait-elle pas relevé qu'il ne consentait à sa fille aucun frottement public ou privé avec les garçons? J'imaginais mal la collégienne juchée sur un cheval sous les yeux des badauds. Ce ne pouvait être possible un tel risque. Alors je désertais le festival du 1er mai pour conquérir la citadelle de ma sultane favorite. Une certitude, comme tous les établissements publics, son collège était fermé. Elle devait être au coin du feu, à raccommoder les chaussettes trouées du négociant en tissu, ou peut-être était-elle en train de rêver de moi, allez savoir. Après 40 minutes de course effrénée dans les Landes, j'avais les jambes cassées, le corps refroidi. Par une sueur abondante, appuyée sur une borne kilométrique, je sortis une banane que je dévorai à la va-vite. Je bus puis repris mon bâton de pèlerin. Finalement, 1 heure et 4 minutes furent nécessaires pour toucher à mon but, cela en suivant les chemins de traverse. Une fois devant le portail de Marie, j'hésitais à sonner. Madame Lingot m'avait vu de son balcon. Sur le champ, j'avais senti mes oreilles s'allonger dans une démesure gargantuesque. « Petit garçon, que cherchez-vous » Je levai mon front, elle me reconnut. « C'est toi, petit Slim, tu ne défiles pas avec les hommes. Le papa de Marie participera à une exhibition équestre cet après-midi. Il passera à la télé dans le journal de 20h. » Elle avait dit le papa de Marie, mais elle avait hésité à utiliser des mots tendres pour désigner sa digne moitié. Elle n'avait pas dit mon cher mari, ni mon chéri, ni mon bel homme, et ça m'avait surpris. Elle devait être de la vieille école. Me voilà chez la mère et la fille. Avais-je lu de la joie dans les yeux de Marie à me revoir? J'interceptais plutôt de la froideur sans perdre de vue mon astuce. J'ai envie de tricoter des gants pour grand-père. Chapitre 6. En même temps que je faisais semblant de quêter l'aide de Marie, la future couturière, je me rendais compte de ma bravoure. N'étais-je pas en train de tricoter un manteau de mensonge? Bien sûr, je ne m'attendais pas à la voir se mettre à l'ouvrage sur l'instant. Elle me promit les gants pour le 15 mai dans 2 semaines. Sa maman me servit une crêpe sucrée, nappée avec du sirop d'érable, accompagnée d'un thé à l'orange. La mère et la fille s'étaient contentées de boire de la limonade artisanale, la première occupée à regarder par la fenêtre en me mettant à l'aise. « Tu veux offrir des gants de laine à ton grand-père pour son anniversaire ?» Je hochai la tête de haut en bas, de bas en haut, verticalement, pour dire oui. Assise sur un pouf émeraude, en face de mon large sofa, la place de son père, Marie,
écrivait sur un cahier à spirale. Mon goûter fini, la maman nous envoyait chez un traiteur. Marie laissa échoir son calepin sur la commode. Après avoir saisi un coup fin, elle me tira par la main au détour d'une rue. « Toi, que veux-tu » Marie n'avait pas apprécié de me voir chez elle pour des gants de vieux qui plusaient. « Je voulais te voir, cela te dérangerait-il » Une fois Marie et moi parvenus chez le traiteur, une serveuse arborant un sourire de gazelle, à supposer que les gazelles sourient ou pleurent, nous accueillit. « Que puis-je pour vous, les enfants? Vous êtes frères et sœurs, non ?» Nous nous étions regardés, Marie et moi. « Pas du tout, » répondis-je. La serveuse dévoilait son identité. « Je suis kabyle, d'une contrée semblable à la Crète, la Corse et la Sicile, bien différente de la péninsule arabique. » Marie s'esclaffa. Un peu gênée, je sentais que j'avais blessé la serveuse. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» Marie lui avait tendu la liste des courses. La fille semblait n'avoir rien pigé. « Je parle la langue française, mais je ne la lis pas. J'en parle 5 sans en maîtriser aucune, du strict point de vue calligraphique. » Âgée de 28 ans, jamais allée à l'école, originaire de Bretagne, elle avait appris le français et le breton à la maison. Elle avait 8 ans quand ses parents eurent à émigrer en Kabylie. Là-bas, elle avait appris le berbère grâce à la matinale radio de Bichou, l'animateur adoré. Curieusement, elle se définissait être plus kabyle que française ou bretonne. Marie avait passé la commande oralement. « Nous voulons 1 kilogramme de couscous à la vapeur, la même quantité de légumes, plus 500 grammes de pois chiches et de raisins secs. » En seconde année de collège, une forte grippe m'avait sonné. Le médecin conseilla à Lino de m'envoyer à Baden, la ville des eaux allemandes, pour 10 jours. Ce séjour ne me coûterait nul centime. Son statut d'ancien résistant lui rapportait une ribambelle de passe-droit. Les services publics se mettaient à ses pieds et à ses ayants droit. La tante Tassa et moi, les seuls résidents de sa famille en France, mes parents étant toujours en Algérie. La sécurité sociale me payait cette cure. J'allais suivre les traces de la princesse Kitty et sa famille, cette noblesse que Tolstoï a décrite dans le roman d'Anna, la maman de Serioja, la sœur de Stéphane, le séducteur d'une gouvernante française. J'allais emprunter le train à grande vitesse, fouler le sol du fou des hommes. Je m'imaginais en train de crier dans le centre thermal, les rues, les gares, les cafés, les cinémas devant la mairie de Baden. Je me vis en train de haranguer la jeunesse allemande. Mort au petit homme, vive les misérables de Hugo. Je connais mieux que vous les souffrances du jeune Werther et les allégories de Goethe. En fin de compte, je fus guéri en lapant le potage de grand-père chaque nuit pendant 5 jours. Les enfants, on ne sait jamais comment ni quand ils tombent malades. Et ils guérissent au moment où le médecin entre dans la danse. Son état risque d'empirer, administrez-lui ceci, donnez-lui ces gélules-ci à minuit, injectez-lui cet antibiotique-là. Le lendemain, il se réveille, le visage rayonnant, les pommettes bien roses, et les aftes ont disparu. Même si j'étais content de ne pas effectuer ce voyage à Baden, Lino tentait d'atténuer mon discours incendiaire contre le cerveau du nazisme et des sponsors. Bouleversé par ma haine, il me calmait. À t'entendre, l'Allemagne devrait être rayée de la carte. Il prônait l'écriture d'une nouvelle page entre nos 2 peuples, allemands et français. Il craignait de voir les Russes s'allier avec les anciennes colonies françaises britanniques, sans oublier le Japon, pour mener une expédition punitive nucléaire contre les intérêts de l'Occident. La vengeance est un repas qui se mange froid, paraît-il. Moi, je craignais de voir l'une des 2 têtes de l'hydre allemande encore enfouie, vivante, dans un bunker quelque part. Le petit homme, M. Rodolphe H., était-il réellement mort? Lino tentait de me raisonner. À te suivre dans ta logique vengeresse, l'Algérie devrait punir tous les vieux Français, déplacer l'Hexagone dans la map monde et la positionner hors de la Terre. À t'entendre, les Américains devraient faire autant pour la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal.
Prêt à mordre, je m'interrogeais. Comment faire? Bien payer aux anciens maîtres leur génocide moche. Cette Al-Jarima contre l'humanité. Lino me parlait d'équilibre naturel. À ses yeux, une solution existait. Elle propulserait bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, les extrêmes, vers la coopération dans un pacte dit donnant-donnant. Dans ma tête de collégien de 12 ans, il ne pouvait exister un vrai système politique démocratique et mondialisé où il n'y aurait que des gagnants. À mon avis, cette utopie chimérique ne pouvait engendrer de vainqueurs sans perdants, à moins de voir l'humain explorer de nouvelles planètes qui seraient les vaincus extraterrestres, et nous, les terriens, veulent les vainqueurs vils. Chapitre 7. Chapitre 7. Écrivain public. Il s'agit d'un carton attaché sur le mur du fond du pénalty. Cet instituteur à la retraite de 52 ans pointait chaque vendredi son nez et sa plume chez grand-père. Il s'installait à la table 5 de ce bistrot de province. Il jouait le médiateur. Ses clients devaient expédier une affaire requérant un style solennel. Madame, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ouais, d'accord, c'est bien, madame. Pointait chaque vendredi son nez et sa plume chez grand-père. Il s'installait à la table 5 de ce bistrot de province. Il jouait le médiateur. Ses clients devaient expédier une affaire requérant un style solennel. Luc, leur sauveur, travaillait pour le compte d'une maison caritative. Cette maison versait des honoraires à l'écrivain public pour chaque affaire menée à son heureux dénouement. Problèmes juridiques dans le couple, entre les patrons et les salariés, les enfants, les parents, le citoyen, la gendarmerie, la presse, le ministère de la Culture. Luc proposait le modèle de lettre appropriée. Il expédiait les urgences administratives à une vitesse vertigineuse, mais pour le client le plus dur était de convaincre l'écrivain public Luc de la pertinence de sa démarche ou de la recevabilité de ses réclamations. Maintes fois, j'avais pleuré devant une veuve en train de piquer une crise de larmes à la suite du rejet de l'écrivain public de prendre en compte sa procédure. Maintes fois, j'avais assisté à des fonctionnaires taxer Luc de mèche avec le ministère de la fonction publique. Ils, au pluriel, lui démontraient que leur retraite devait être valorisée à une hauteur de 400%. Une fois, une mère menaçait de se suicider au cas où il aurait refusé de lui rédiger, il refuserait de lui rédiger un mot au tribunal de grande instance. Elle voulait que cesse son calvaire de femme battue par un mari alcoolique fainéant. Criant, elle menaçait de congeler son petit dernier si elle n'obtenait pas de divorce. Elle maudissait les producteurs de vin et de bière. Pour elle, il n'y a pas pire calamité invisible que l'alcool. Lino sut convaincre Luc d'envoyer un courrier aux autorités compétentes pour délivrer Angélique. Sans nulle transition, celle-ci remercia grand-père qui lui avait proposé un poste de serveuse. « Merci, cher monsieur, moi je travaille comme brodeuse. » Moi d'aller plus loin. « Et votre mari ?» Elle avait souri. « Il est homme au foyer. » L'écrivain public était intervenu. « Que voulez-vous? Demander un divorce, exiger une punition par la police ?» Sans réfléchir, elle avait son choix prêt. Les deux. L'écrivain rédigea 2 recommandés, l'un pour la police, le second à l'attention de la justice. Le missive lu, elle embrassait Luc. Après avoir mis les 2 papiers timbrés dans son sac, fière de payer les enveloppes et les timbres, elle avait commandé un thé à emporter. Une fois sortie, Angélique
Luc me chuchota à l'oreille. Ça, c'est de la femme. Pour lui, la majorité du beau sexe acceptait les caprices du mari. Il faut que la soumission change de camp, grommelait-il, sa moustache en guidon hérissée. En 3e année de collège, je dus être hospitalisée pendant 2 semaines dans un sanatorium. La fumée de tabac avait gagné son droit de cité dans mes poumons et je toussais matin et soir, tabac à pipe et à rouler. Une autre fois, la question de séjourner à Baden se posait. Je suggérais alors « Essayons ton potage ». Durant 2 semaines, il m'avait soignée sous une couverture de laine. Une fois rétablie, je plaisantais. Si tu lançais une échoppe d'apothicaire et en concoctant des breuvages à base d'herbes, d'huile d'olive et de miel de gelée royale ou miel à base d'eucalyptus. Et j'avais même imaginé le nom de cette pharmacie artisanale utilitaire. Herboristerie sans chimie, cela pour guérir les bobos du quotidien loin de l'hégémonie des laboratoires pharmaceutiques. Le hasard, le dieu des enfants ou de l'exil, m'avait épargné, m'avait évité de quitter ma douce France. Je jubilais à l'idée d'être sur les traces de l'auteur de Guerre et Paix et des vies agitées d'Anna, son fils Serioja, son frère Stéphane et la gouvernante française Volage. En revanche, une réelle terreur me saisissait puisque ces traces se localisaient sur la terre du fou des hommes. Chaque soir, papy me servait son potage dans une casserole. Je m'installais à table. Papy me tâtait le pouls. Il me touchait le front de ses grosses mains de paysan. Puis il s'exclamait « Tu as si chaud !» Il disait que je brûlais, que j'avais soif. Ou il montrait de l'optimisme. « Tu guériras, Slim. Ton front ne brûle plus comme hier. » Une fois parmi mes camarades de classe, je suivais difficilement le programme. Un fossé s'était creusé entre nous. J'exprimais le vœu de cesser ma scolarité. Le professeur de maths et la stagiaire de langue française regrettaient de me voir partir. À leurs yeux, je fus le plus volontaire des élèves dans ces 2 matières. Cela me fit un grand plaisir. Au courant de ma situation, Madame Lisa me distilla des conseils. Son mari, allant quitter le domicile conjugal, elle était prête à me loger tout le restant de l'année scolaire. Me voilà de février à mai sous le même toit que Marie, comme le plus heureux des garçons de mon âge. Désormais, je ne rentrais plus chez grand-père les samedis et dimanches. Madame Lisa m'aidait à rattraper mon retard. En après-midi, je sortais avec Marie, les mercredis au cinéma, les jeudis avec César pour courir dans les bois. Nous parlions d'un athlétisme des bois pour désigner nos balades sportives. Madame Lisa sut convaincre Monsieur Lingot de lui laisser Marie nous aider dans les tâches ménagères domestiques. À Marie, César, Justin et moi, Madame Lisa fit visiter Paris par 3 fois et par 2 fois la Dame de Fer. Nous avions fait un pique-nique sur les jardins du Champ de Mars comme de curieux touristes. En fin d'année, je renouais avec ma prime famille, Danuc le chat, Lino, le pénaltier et les habitués, fidèles des lieux, anciens et nouveaux. Angélique n'avait pas divorcé de son ivrogne de mari, elle n'avait congelé aucun bébé. Mieux encore, Lino avait étendu le bistrot. Désormais, il comptait une 12aine de tables au lieu de 8. Un téléviseur en couleur était accroché au fond de la salle, surprise. Au lieu de prendre l'autocar, je sautais dans une 403 fourgonnette que grand-père reçut du ministère des anciens combattants. Elle n'est pas belle, la guerre, quand on s'en sort vivant et sans nul traumatisme. 8. Al-Jarima. La première série télé que j'ai suivie jusqu'à son dénouement final. Je détaillerai plus loin, feuilleton à suivre. Depuis l'installation de la télévision, les abonnés quadruplèrent au pénalty. Les parents accompagnaient leurs enfants pour la séance de dessin animé. Moi aussi, je les suivais, ces créatures en carton. En général, le pénalty affiché complet chaque jeudi après-midi. Au cours des 3 mois de vacances scolaires, je remplaçais grand-père de 14h à 17h, tandis qu'il répondait à l'appel de sa sieste. Alors je jouais au maître d'école pour imposer le silence devant les spectateurs bruyants. Mon côté commerçant se révélait, il imposait à chaque enfant de consommer un cornet de glace versé 50 centimes comme droit d'entrée. N'étais-je pas en train de jouer le babysitter? Les parents en peine n'étaient-ils pas, grâce à moi, exempts de supporter les cris de leur marmaille? Lino me qualifia de ripou, s'étant permis de me comparer à Monsieur Homais, l'apothicaire de Gustave Flaubert, ce nom Homais de nos jours devenu proverbial. Quand je lui rappelais l'énergie requise pour surveiller cette colonie, Lino avait admis que toute peine mérite salaire et que je ne volais personne. Après tout, les mécontents n'avaient qu'à chercher une salle de cinéma ou s'équiper d'une télé. Dans un souci de joindre l'utile à l'agréable, une nouveauté me pinçait. Proposer une animation culturelle. Aussitôt, je soumis mon plan aux parents.
À la fin de chaque séance de dessin animé, vos enfants résumeront le film pour dire ce qu'ils ont le plus apprécié ou le plus détesté. Libre à vos petits, ces anges et démons, de s'exprimer comme ils le souhaiteront. Les parents avaient approuvé et les enfants. Tous avaient montré une moue, avaient approuvé. Et les enfants, tous avaient montré une moue dubitative. Alors je proposais de jouer au lecteur public, d'imiter Pline le Romain, le témoin des victoires de Trajan. Les parents avaient dit non, les enfants dirent oui en tirant la langue. Je lisais de tout chaque jeudi à la fin de la séance de dessin animé. La tranche d'âge s'était vite étendue, j'étais amenée à lire devant un public de plus de 30 ans. Finalement, j'étais écoutée par une large assistance, de 7 à 77 ans. Je lisais des contes, les auteurs célèbres ou populaires pour prolonger mes thématiques à l'histoire de France. Pêle-mêle, je citais les Celtes, les Phocéens, les Gaulois, les Teutons, les Cimbres, les Helvètes, les Vénètes, les Visigoths, Attila, Clovis, Tolbiac, Clodomir, les Burgondes, les Arabes du Languedoc, Charles Martel, Ragnar Lodbrog, Aliénor, son oncle Raymond de Poitiers, la victoire de Bouvines, Jérusalem aux mains des Turcs, Philippe le Bel arrêtant les Templiers, etc. 9. Au pénalty, une insouciance me caractérisait étant donné que j'avais l'âge de la vie en train d'éclore. Chaque minute révélait une face emblématique de grand-père. Chaque événement me fascinait comme l'accident spectaculaire subi par Michel, le doyen des conducteurs du ramassage scolaire. Michel refusait de partir à la retraite. Pourtant, il avait dépassé l'âge légal prévu dans le Code du travail. Le maire lui avait accordé des dérogations 3 années de suite. À chaque fois, il essayait de l'en dissuader. En vain, la 4e dérogation à peine signée, un incident quelques mois plus tard avait anticipé le destin pour envoyer Michel à la retraite. À mon avis, cet incident avait poussé Lino à accepter la 403 fourgonnette, le don de la patrie. Avec le recul, il m'a évité une frayeur mortelle. Le fait divers s'était produit le jeudi qui avait précédé les vacances de printemps. En fin de semaine, les internes rentraient chez eux à l'occasion de ces congés de mars. De quoi s'agissait-il ? Au lieu de voir le quart de Madame Rosa, l'habituée du service du jeudi, les élèves furent transportés par Michel, le doyen des chauffeurs scolaires. Les enfants l'estimaient car il les faisait marrer. Doté d'une bonne mémoire, il maîtrisait son itinéraire, autoroute, route départementale, recoin par recoin, virage par virage, pente par pente, rond-point par rond-point, et toutes les priorités à droite ignorées par les novices et les touristes. Par ce jeudi d'un soleil resplendissant, dans un autobus transformé en poulailler, les têtes blondes se chamaillaient. Elles applaudissaient à chaque virage, les têtes blondes noires rousses sortaient leurs frimouses des fenêtres à chaque tracteur dépassé, derrière tout cycliste ou conductrice en train de les rattraper, voir le beau sexe au volant amusait les bambins. À peine la moitié du parcours effectué, les oreilles de Michel bourdonnaient à cause du vacarme et des chants de ses jeunes passagers. Soudain, tout le monde se tut. Un silence absolu enveloppa le convoi scolaire. Comme ennuyé, Michel brisa la glace. « Voulez-vous chanter ?» Évidemment, oui. Aussitôt, il entonna ce refrain. « Petit capitaine, revenant de guerre, saluez ses lapins. » Kevin le corrigea. « Vous avez oublié les paroles. » Le temps de retourner, identifier l'élève insolent. Michel eut de se retourner, identifier l'élève insolent. Michel eut un moment d'inattention. Et l'autobus, déviant de sa trajectoire, heurta un mur de bottes de paille. Les gamins eurent très peur, mais pas la moindre égratigne. Quant à Michel, il sut lire cette sorte de signe du destin. Devant cette mort évitée, il parla à la mécanique du ramassage scolaire. 40 ans de vie sans incident, et là je dois laisser ma place à la jeunesse. Chez Lino, chaque événement élargissait ma vue. J'étais ainsi ravie de feuilleter les illustrés de botanique, je restais bouche bée devant des allées rectilignes de poivrons, de tomates, de laitue, de courges, de melons, de pastèques carrées. Ces rangées architecturales reflétaient de façon merveilleuse la lumière du soleil de l'aurore provençale. Après les livres illustrés, le quotidien des jours. Cette mélodie mathématique naturelle, je l'avais palpée chez Marie dans son domaine familial. Là-bas, l'entrée possédait un tourniquet en bois de mesurisier. Une aire de jeu par-ci vous accueillait, par-là des bancs métalliques, par-ci une série de balançoires, puis 2 cabanes en bois, une penderie aérienne au centre. Dans l'air sablonneuse d'un sable renouvelé, chaque trimestre les lingots. Quand j'y jouais avec Marie, nous surveillaient du balcon. Ils épiaient nos gestes, ils accouraient. Quand leur fille tombait de la balançoire lancée à vive allure dans les airs. Par chance, aucun accident n'était advenu jusque-là. Mon ange gardien, Jonas, veillait sur Marie et moi. À mes débuts chez eux, je ne savais pas que Madame Lingot, ce cœur d'or, que je finis par appeler Lingot d'or, nous surveillait de loin en secret. Je suis sa tactique un après-midi. Ayant lancé la balançoire très loin, Marie tomba sur le sable, mais enjouée, morte de rire. Je la rejoignis et passai mes mains dans ses cheveux. Je tentais de lui voler un tendre baiser, qu'elle me rendit dans la joie et la bonne humeur. Madame Lingot d'or nous sépara et m'empoigna. J'eus très mal au poignet.
La maman me rappela alors, ne touche pas ma fille. Marie sut me défendre, à mon grand étonnement. Elle sut tenir tête, les yeux dans les yeux, au regard noir de sa maman. Lui et moi, nous amusons. S'il me fait mal, je lui rendrai l'appareil. Tu es de la vieille école, maman. Les larmes perlaient de plus en plus sur mes joues, piquées au vif, j'explosais. Vous avez peur que Marie et moi nous attachions l'un à l'autre? Vous craignez qu'elle accepte ma main? Je sais, vous êtes plus riche que Lino. Je sais, vous craignez d'avoir un gendre fauché, sans doute. Je sais que vous souhaitez un parti plus honorable. Madame, je ne reviendrai plus chez vous. Tant que vous êtes vivante, j'oublierai Marie et monsieur votre mari. Au revoir, madame. Sachez que mes parents sont toujours vivants, en face de Toulon, en Kabylie, dans la belle Algérie. Je ne tarderai pas à les rejoindre. Notre domaine est 10 fois plus grand que le vôtre et 1000 fois plus beau et fleuri. Je me demande si mon célibat prolongé à mon âge adulte n'est pas dû à cette offense non réparée. Madame, je vous déteste. Au revoir, sorcière blanche. 10. Chaque fois que j'affrontais avec succès la haine ou récoltais une générosité, je baisais la main invisible de Jonas, mon ange gardien. J'affrontais avec succès la haine ou je récoltais une générosité, je baisais la main invisible de Jonas, mon ange gardien, une façon secrète de le remercier de m'avoir sauvé de beaucoup de périls et de risques inutiles. Ma bonne étoile brillait comme l'étoile du berger. Elle illuminait mes chevauchés avec Marie à travers notre jardin mouillé, trempé jusqu'au faîte des mimosas et des églantiers, géants de leur propriété pittoresque, jardin mouillé de la rosée de l'aurore provençale. Depuis cet incident, je me sentais traquée de partout. Madame Lingodhomme aurait-elle jeté un mauvais sort? Une succession de petits bobos de santé me barrait la route du bien-être physique. Je m'en sortais sans séquelles.